quand l'un des comédiens les plus bankable du cinéma français fait un pas de côté pour réaliser son premier film. Monsieur Damiens, bienvenue. Avec Monquête, François Damiens réalise un double souhait, tourner son premier film comme metteur en scène et revenir à ses premières amours, la caméra cachée. Il nous expliquera comment il a composé ce mélange de fiction et de scènes réelles en piégeant ses comédiens involontaires. Je tenterai de comprendre ce qui l'a poussé à entreprendre ce projet au moment où sa carrière de comédien lui donne pourtant un pouvoir de décision considérable. Ensuite, je recevrai la comédienne Anaëlle Snouk qui viendra partager son expérience sur Les Garçons Sauvages, l'incroyable film de Bertrand Mandico. Allez hop, home cinéma, c'est parti. À la tienne. À la tienne, Étienne. Et merci pour l'invite. François, tu es là pour ton premier long métrage que tu as réalisé. Il s'appelle Monquête. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? Ah, on va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand et comment ça t'est venu l'idée de faire ce film, en fait? J'ai eu l'envie d'en fait raconter une histoire à travers des caméras cachées, donc à l'insu des gens qui jouaient dedans. Et parce que je pense que c'est les meilleurs acteurs, c'est les gens qui savent pas qu'ils sont en train de jouer quelque part, quoi. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline. Hein. T'es arrivé à un moment où il n'y avait plus du tout d'ambiguïté sur ta crédibilité d'acteur. Hein. C'est-à-dire que tu es toujours un acteur très demandé. Et là, tu reviens à tes amours de caméra cachée où tu t'isoles avec tes amis pendant 1 an et demi pour accoucher de ce film, de Monquête. Donc ça doit vraiment être une nécessité quand même assez impériale pour toi. Enfin, il y a une vraie nécessité à faire ce film. Ouais, non, mais j'avais vraiment envie. Mais c'est vrai que pour pouvoir faire le film, il fallait déjà commencer par refuser de tourner. Et c'est vrai que quand ça arrive, si on vous sert tous les jours, si on te sert tous les jours, on vient t'apporter à manger chaque fois 1 heure avant que t'aies faim, ben, tu choisis jamais ton repas quelque part, quoi. Et donc il y a un moment où tu dois te dire stop, je vais choisir ce que j'ai envie de manger maintenant. Et donc tu prends cette décision. Et puis moi ça me plaisait aussi de retourner avec l'équipe de caméra cachée avec laquelle c'est devenu des amis, avec qui je travaille depuis 20 ans. Et puis il a fallu les mélanger évidemment avec des amis du cinéma. Et alors c'est parfois plus compliqué, quoi. Ah, mais vous êtes malade. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malade, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Ben, vous êtes débile. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les caméras cachées que tu faisais à l'époque et le film? Est-ce que c'est le même procédé? Non. Ce qui est radicalement différent, c'est que dans les caméras cachées pour la télé, en fait, les gens venaient chez moi, les piégés venaient chez moi. Que j'étais tatoueur, payagé, guichetier dans une station de ski. On installait des caméras, elles devaient même pas être trop cachées. Enfin, c'était caché, mais mal caché. On les voyait pas, mais c'était pas beau le décor, quoi. Ici, comme on allait chez les gens, ben, il fallait trouver des subterfuges mais énormes pour pouvoir les filmer chez les gens sans qu'ils le sachent. Mais donc ça nous a ouvert tout un pan. Comment tu faisais, par exemple, la séquence du marabout? Comment ça s'installe? Est-ce que c'est en amont? Je vais rentrer dans les secrets de fabrication, je veux bien, je n'ai rien à cacher. Et il n'y a aucun piégé qui n'a pas été piégé. Là, le marabout, on a été dans les annonces. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, c'est soi-disant mon fils, c'est un assistant qui appelait pour dire, il y a mon oncle qui va pas bien, il a des problèmes d'érection. Et si je lui en parle, il est hors de question qu'il vienne chez vous, il viendra pas chez vous. Donc, est-ce que vous pourriez venir chez lui? Ah oui. Et donc, on a loué un appart, on l'a décoré en africain. Et puis j'étais là, et puis on commençait la scène quand le mec était assis. Et donc, le spectateur lambda, il croit qu'on était chez lui. Ouais, c'est un petit subterfuge, mais voilà. Des micros, pour mettre des micros sur les gens. Ici, c'est facile de mettre un micro, tu le mets là, tu le caches partout. Mais quand tu pièges un mec dans un parking, il doit pouvoir aller partout. Et comment tu lui mets un micro dessus? Et puis après, tu lui mets un micro dessus parce que tu prévenais 15 jours avant que chez Interparking, on va recevoir des nouveaux polars du siège central, hein. Et puis Fabrice arrive le matin, on dit tu commences à 9h, viens à 8h30 parce qu'on va te donner un nouveau polar au dispatching tag. Toi, tu arrives, tu te poses pas la question, tu mets un truc, t'as mis un émetteur dedans avec un truc, et puis t'es couvert, quoi, au niveau sonore, quoi. J'ai écouté ton laïus. Merci. Voilà, je te remercie. Cette barrière, il faudrait l'enlever. Sinon, elle va pas partir comme ça, elle va partir comme ça. Non, mais ça... Tu vas avoir des emmerdes? Non. Moi, je serais parti, j'en aurais plus.
Je voudrais bien vous ouvrir la barrière. Je vois bien que vous êtes... Honnête. Non, que vous êtes... Honnête. Qu'il y a des soucis. Mais caméra cachée par caméra cachée, elles veulent toutes dire quelque chose, quoi. Parce que mon but, quand j'écris la caméra cachée avec Benoît, c'est pas de faire rire, c'est juste de... Ah, le rire, c'est la conséquence. Ben oui, quand tu vois, j'invite le footballeur à venir chez moi pour l'anniversaire de mon fils. C'est vrai que j'ai 400 000 € que j'ai gagné en prison parce que je fais du pognon partout où je passe. Mais c'est justement pour montrer que ces gens qui n'ont pas été éduqués avec de l'argent, ils pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter, quoi. Et donc, il n'arrête pas de... Quand il offre la bague de fiançailles à sa femme devant les beaux-parents qu'on piège, il dit 9 000 €, tu vois, devant les beaux-parents. Mais ça, en fait, mais ça, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que... Non, on l'a tous fait, ce truc-là. Oui, quoi. mais... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé au début de ma carrière d'aller à une inauguration d'un salon parce que le mec me payait en schmette, je peux le dire, pas terrible, mais bon, excusez-moi. Et puis tu y vas parce que tu peux pas cracher sur le truc et tu te dis, mais c'est horrible, je suis comme une prostituée dans ce truc. Et quelque part, le footballeur que je paye 5 000 € pour venir à l'anniversaire de mon fils, qui en plus, mon fils, on a rien à foutre du foot, mais c'est pour me faire plaisir à moi que je le fais venir, quoi. Alors? Surprise? Hein? Parlez pas français? Ah oui, petit. Petit. Tu sais chanter Happy Birthday? Happy birthday. Ouais. Happy birthday to you. Sullivan. Bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sullivan. Happy birthday to you. Alors? Chouette, non? Depuis les caméras cachées, tu oscilles vraiment entre le veule, l'extraordinairement veule, épouvantablement veule, et la grande humanité. C'est ce qui fait, en fait... Le veule, comme tu dis, c'est vrai, mais c'est un prétexte pour accéder autre part, en fait. Oui, c'est parce que le veule permet de pouvoir... parce que le personnage, il peut pas être distingué et faire ça, quoi. Enfin, on va pas y croire, quoi. Mais comme c'est un vrai paysan, enfin, moi, le côté veule, comme tu dis, bourrin, baraki, tout ça... Moi, je passe au travers très vite, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage se permet de faire grâce au fait qu'il est veuille, quoi. Ce que tu veux, en fait, c'est faire des films sensibles. C'est témoigner des gens. Et c'est ça, pour ça, quand on dit ta connerie, je suis toujours un peu... Oui, et finalement, on te ramène toujours à la gaudriole de François Lambrouille qui fait le con. J'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que quand on dit quel bourrin, ce personnage... C'est vrai que c'est un bourrin, mais mais il est tendre. Je le fais bourrin. Justement, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un mec, un vrai baraki. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais des interviews objectifs, tu peux pas expliquer si c'est un baraki. Mais tu vois, un vrai baraki, mais qui soit humain, en fait, qui ait une humanité. En fait, ce type, je trouve que pourtant, il a l'air quand même... il est puissant, quoi. T'as pas envie, spécialement, de partager un moment avec lui, mais t'as pas envie qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Si je dis à mes collègues de le service de crédit, écoute, j'ai rencontré deux très gentils hommes avec homme d'affaires. Capitaine d'industrie. Oui, Captain of Industries. Il m'a donné ça. Voilà. Tu sais ce qu'il va faire avec moi? They are going to laugh in my face. Je n'ai pas compris. On non plus, je connais pas vraiment, mais... Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? Vraiment, qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui t'excite comme projet? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Des projets où je me mets en danger, en fait. Parfois, je lis un scénario et en fait, je lis toujours les 20 premières pages et puis je commence à essayer de me les jouer en les faisant. Tu lis les scénarios maintenant? Ouais, enfin, souvent, je lis que ma partie, hein. Je lis pas la partie de tout le monde. Chacun fait son boulot, hein. Excuse-moi, hein. Quand t'es peintre, t'es pas carreleur, hein. Et puis, quand je vois que ça va, j'ai l'impression de le faire déjà... Puis je me dis, ouais, en fait, le réalisateur, il me prend pour ces raisons-là, ces raisons-là. J'ai l'impression que le film est déjà fait, quoi, tu vois. Ouais. Je me vois déjà en promo, quoi, tu vois. Alors je fais non. Mais par contre, quand je vois un truc, même un scénario que j'ai pas compris, j'aime bien le type, je vais essayer de le relire et puis je vais essayer de le creuser, quoi. Parce que je vais avoir les boules et je vais avoir les boules le premier jour, quoi. Je vais me dire, je vais avoir peur de le décevoir, donc je vais me foutre la trouille, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est me foutre la trouille. Donc c'était aussi C'est toujours aller au bord de la limite, quoi. Tu vois, aller sur le fil et essayer de pas tomber, quoi. Mais pas être dans la zone confortable, quoi. Le film ici, ça a été que ça, quoi. C'est de l'inconfort permanent, quoi. Tu m'emmerdes! C'est bien. Tu m'emmerdes! C'est moi. Arrête! Tu m'emmerdes! C'était un peu bizarre, c'était un peu bizarre. Merci, François. Non, mais vraiment, bonne merde au film. T'es gentil. Pardon. Je prendrai pas. Bonne merde. Merci. Vraiment, que tout se passe bien. Merci. Vraiment. La caméra d'or est attribuée à
Girl de Lucas Dont. La caméra d'or du Festival de Cannes a donc été attribuée au Belge Lucas Dont pour son premier long-métrage, Girl, un prix qui suit une standing ovation et un raz-de-marée de critiques enthousiastes à la suite de sa projection dans la section Un certain regard. Stay together now, stay together. Le film a incontestablement fait l'événement et il est aujourd'hui salué par la presse du monde entier. Nous reviendrons bien entendu sur Girl lors de sa sortie sur nos écrans, prévue à l'automne prochain. Vous voyez, cette boule blanche, elle est encore petite. C'est une petite tumeur, un glioblastome. Vous n'avez pas une femme sur laquelle vous pouvez compter les jours qui viennent? Elle sait même pas que je suis ici. Le faisceau de protons est dirigé à travers la tumeur, couche par couche, pixel par pixel, afin de respecter parfaitement la forme de la tumeur. Premier long métrage du plasticien belge Bernard Leclerc, Méprise est l'adaptation du roman Côté Jardin d'Alain Monnier. Pour Fabrizio Rongione, c'est une effrayante descente aux enfers pavée pour l'occasion de fort mauvaises intentions. Bonjour, c'est pour inscrire Tamara ici présente à mon domicile. C'est quoi votre lien de parenté? Bah, c'est pour un mariage. Pourquoi tu la maries pas toi-même? J'ai l'office des étrangers au cul, je suis grillé. Mais toi, t'as vraiment le bon profil. Un vieux PD au bout du rouleau qui vire sa cutie, qui tombe amoureux d'une petite africaine. J'ai besoin de soleil. Et moi aussi, j'ai besoin de soleil. On a tous besoin de soleil, alors. Je veux votre chambre. Alors, tu sais quoi? On va se mettre des petites règles au point tous les deux, d'accord? Pour éviter les fraudes, vous devez remplir un questionnaire et après, on peut tout finaliser. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on a foiré, voilà. Je suis forcée d'avertir le procureur et d'ouvrir une enquête. Troisième Noce est le troisième long métrage de David Lambert qui adapte lui aussi un roman à succès, ici de l'écrivain flamand Tom Lanois. Aux côtés de Bouli Lanners, on retrouve la jeune Rachel Mwanza, découverte dans Rebelle de Kim Nguyen, où elle jouait un enfant soldat qui lui valut d'ailleurs un prix d'interprétation à Berlin. Merci. Comment? Vous tournez un film? Un film qui veut dire quoi? C'est un film sur Manu Bon Mariage? C'est un film sur les vieux camps. C'est un projet de film que j'essaie de faire sur mon père cinéaste. Emmanuel Bonmariage dresse un triple portrait de son père Manu, cinéaste du réel et père spirituel de l'émission Striptease. Portrait du père donc d'un cinéaste et celui d'un homme complexe atteint par la maladie d'Alzheimer. Le Brussels International Film Festival s'empare de la capitale pour sa toute première édition du 20 au 30 juin. La plupart des sites dédiés au cinéma seront investis et revisités par une approche qui se veut glamour et festive. Le Brief se dote d'une compétition nationale et 2 internationales offrant de nombreuses avant-premières. Il se propose aussi de mettre en lumière la filmographie d'une invitée d'honneur, ici en l'occurrence la sublime et éternelle Claudia Cardinal. Toutes les infos sur brief.be. Le cinéma palestinien est mis à l'honneur du 3 au 10 juin aux Beaux-Arts et Galeries. Au total, 8 films et une table ronde qui célèbrent un cinéma de résistance magnifique et puissant. Toutes les infos sur www.beauxarts.be. Anaëlle Snook est une comédienne belge installée en Espagne où elle partage sa vie entre carrière théâtrale et vie au fond des bois. Hello. Encore rare au cinéma, elle est aujourd'hui à l'affiche des Garçons Sauvages, film totalement punk et onirique de Bertrand Mandico. Elle y partage l'affiche avec 4 autres jeunes comédiennes qui, comme elle, offrent des personnages totalement surprenants. Anaëlle Snook lève le voile sur ce film encensé par la critique et partage cette expérience très singulière. Bonjour Anaëlle Snook. Bonjour Fabrice Duvels. Eh bien, c'est vraiment très très bien de t'avoir dans cette émission parce que il se trouve que tu joues dans le premier long métrage de Mandico, un cinéaste rare et précieux qui a fait ce film admirable qui s'appelle Les Garçons Sauvages, une adaptation un peu étrange de Burroughs, William S. Burroughs. Une adaptation libre, hein? Libre, complètement. Je faisais partie d'une bande. Unis pour le meilleur et surtout pour le pire. Là,
Lâchez-moi! Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Où sommes-nous, capitaine? Nulle part. C'est l'histoire de 5 garçons adolescents au début du siècle à La Réunion, enfin au début du siècle précédent à La Réunion, qui sont issus de très très bonnes familles, mais qui ont des mœurs dépravées, qui aiment tout ce qui est borderline, qui violent et tuent leur professeur de lettres. Ouais. Et pour leur éviter la prison, leurs parents les envoient sur une croisière répressive avec un capitaine hollandais. Une des principales, en tout cas, singularités du film, c'est que les 5 garçons sauvages sont interprétés par de jeunes actrices. Donc tu fais partie. Donc, ton personnage, c'est un personnage de garçon. En notre survie, On va pouvoir se saouler comme des veaux. Est-ce que ça a demandé une préparation particulière? pour moi, jouer un garçon, c'était l'extase. Hein. Je peux, à partir d'aujourd'hui, ne jouer que des hommes, je suis très contente, quoi. J'ai pas envie de changer de sexe dans ma vie, hein, je suis très contente avec mes ovaires. Mais oui, une paire de boules au cinéma, c'est la libération totale, quoi. Parce que... Pourquoi? Parce que ça te permet de déconstruire tout le contrôle de toi-même que tu dois avoir d'habitude pour être accepté comme une représentation valide de la féminité. Évidemment, je ne parle pas de tous les films, mais dans beaucoup de films, les personnages féminins restent l'incarnation d'un objet désiré plutôt qu'un sujet désirant. Et donc, et si t'es pas méga bonne, ben, tu dois être méga sympa pour t'excuser de ta non-sexiness, quoi. Et du coup, quand tu joues un garçon, ben, t'as l'impression, en tant que femme, d'avoir tous les droits, quoi. T'es légitime, quoi que tu fasses. T'as le droit d'être de mauvais poil, t'as le droit d'être fatiguée, t'as le droit d'arriver sur le tournage sans avoir 20 kilos de Chanel sur ta tronche pour la rendre comestible. Et donc, t'as l'impression d'être un ado en fugue, quoi, tu vois, de faire... tu vois, tous les standards habituels qu'on t'oblige à jouer. Et du coup, moi, personnellement, le boulot de la question du genre, je ne l'ai pas vécu comme une composition, comme un travail de composition. Je l'ai vécu comme une déconstruction, quoi, comme un dépouillement, une espèce de... J'ai plus eu l'impression de me rapprocher d'un neutre, de juste jouer un humain, et cet humain-là particulier. Je dis pas que j'ai pas bossé, hein, j'ai bossé ce personnage-là, mais le fait que c'était un garçon, c'était juste, ok, donc tout le cirque que je fais d'habitude pour être, tu vois, pour faire plaisir et pour donner envie aux gens de travailler avec moi, ben, voilà. J'ai entendu un cri de femme. C'est moi, C'est une coup de fil. J'ai vu Hubert. Eh ben, t'as dû halluciner. Fillette, comme la nuit dernière. Bertrand a fait énormément de références à plein de réalisateurs. Oui, maintenant, à nous, voilà, à nous, ou des peintres, mais à nous, il ne nous demande pas de maîtriser toutes les références que lui va faire. À nous, il nous a donné des références de jeu. C'était quoi? Des acteurs. Du genre? Moi, j'avais David Bowie dans Furio. Bah ouais. Furio de Oshima. Voilà. Incroyable. Mais oui, mais parce que tu fais penser... En fait, on dirait un croisement de William S. Burroughs et de David Bowie. En fait, tu ressembles presque physiquement à ces deux personnages. Cet aspect androgyne... Donc ça, c'était conscient. Oui, c'était conscient. C'est-à-dire que chacune de nous avait 2 acteurs ou chanteurs. Mathilde Warnier, je pense, avait Mick Jagger. Vima Laponce avait Alain Delon. Je me rappelle pas de toutes les références par cœur, mais oui, c'était conscient. Enfin, c'était une indication de jeu, quoi, de tu vas par là. Ça ne t'intéresse pas de devenir une femme? Est-ce que je choisis? Réponds-moi franchement. Je suis un garçon, pas une fille. Regarde comme elles sont belles, avec leurs petits cul ronds.
Et leur sein qui défie la pesanteur. Il y a un travail à 5 qui a été fait ou pas De bande, de meute, de... Ça s'est fait... En fait, ça s'est fait assez spontanément, ça. Ils nous ont fourrés tout ensemble dans une baraque pendant, pendant l'entièreté du tournage, donc forcément, ça a influencé cette espèce de... tous les non-dits, en fait, parce qu'on a vraiment eu une vie commune pendant 2 mois. Donc oui, il y a un travail qui a été fait, mais c'est un travail inconscient, en fait. Je pense pas qu'il l'ait fait pour nous manipuler. Hein. Je crois que c'était des impératifs de production, mais qu'au final, qui ont influencé très fort l'histoire. D'ailleurs, les couples qu'on observe dans les personnages, les affinités particulières ne sont pas spécialement les affinités particulières qui étaient écrites. Elles ont été influencées par ce qui se passait hors de l'écran. Vous croyez pas que j'allais vous laisser partir comme ça, la Victoire? Alors, maman, on laisse laisser t'envoler, petit oiseau. J'ai pris le devant. Ouais, pendant ce temps-là, le capitaine n'est pas là. Il veut pas rentrer, c'est la vraie merde. Mais sa fille va venir prendre une douche avec nous. On pourrait s'occuper de son oursin. Comment est-ce qu'il t'a trouvé? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Moi, j'aimerais bien te raconter des trucs méga romantiques, mais ils m'ont appelé pour un casting, quoi. Ça a été très... Autant son film est bizarre, autant le processus et la manière de travailler est normale. Toi, tu es belge, hein, mais tu as la faculté de travailler beaucoup en Espagne, tu fais beaucoup de théâtre en Espagne, tu fais du théâtre ici, et de temps en temps, tu fais du cinéma, c'est ça? Donc, tu sais quoi ton parcours, en fait? C'est très classique, j'ai fait une école. Enfin non, c'est pas très classique, j'ai pas les dents qui raclent le plancher. Moi, je crois que j'en connais plus sur la vie des escargots et des canards que sur le cinéma français. Donc, on m'appelle depuis le début, et quand on m'appelle, je travaille, et quand on m'appelle pas, je vais dans les bois, et c'est très bien. J'ai lu que vous aviez tourné pratiquement beaucoup de choses en studio. C'est pas beaucoup, enfin oui, c'est beaucoup. Les séquences de bateau, comment vous les avez faites? De tempête, par exemple. Elles se font en rétroprojection. C'est ça, donc tout est de la rétroprojection. Oui, donc ils ont filmé la mer à La Réunion. Ouais. Et puis, ces images sont projetées par l'arrière sur un immense écran, et le bateau est reconstitué en studio devant l'écran. Et vous jouez, donc par exemple la scène de tempête, vous êtes sur un bateau qui est amovible. Qui bouge pas. Qui bouge pas. Non, c'est la caméra qui bouge. C'est la caméra qui bouge, et nous qui faisons, qui faisons les débiles, quoi, qui faisons... Ah non, mais vous les faites très très bien, les débiles. Comment on va faire pour aller sur l'île maintenant? Lâche pas la barre! Travailler, être sur son tournage, c'est un peu comme disséquer un animal, parce que c'est en même temps merveilleux, parce que tout est à sa place, il n'y a rien d'inutile, et en même temps c'est dégueulasse, quoi. T'as l'impression d'enfoncer ta tête dans les entrailles d'un cheval crevé, quoi. C'est merveilleux, mais t'es sur une plage, tu joues une scène de cul avec tes collègues, bon, voilà, c'est pas désagréable, t'es dans les vagues, il y a une belle lumière, et puis on te jette du sable à la gueule, on te jette des plumes, de la gélatine d'échographie, enfin voilà. C'est toujours cette espèce de torsion entre le merveilleux et le dégoûtant, le répugnant. Ouais. Je sais que c'est peut-être pas évident quand on voit le film, mais Bertrand n'est pas pervers. Ah non, mais ça, je sais bien. Je sais que les pervers, c'est les mecs qui font les comédies gentilles. Voilà, hein. c'est ça. J'ai bien compris ça. Il nous a pas entubés, quoi. Il nous a pas dit qu'on allait faire un Franck Dubosc et puis qu'on se soit retrouvé avec la bite d'un arbre dans le cul. Hein. Pas du tout. Fais-moi le malin, capitaine. On se croyait immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. Pour revenir à toi, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à toi? Est-ce que ce projet t'a amené d'autres projets? Mais comme je te disais, moi je suis un ours, quoi. Donc moi si on m'appelle, je suis très très contente. Je m'amuse beaucoup sur les tournages, j'adore faire ça. Mais
Ouais, enfin, j'aime bien aussi regarder les arbres pousser et les escargots monter le long des fleurs. C'est plus dur. Quoi. Ah, non, j'ai un jardin. Ah, d'accord. J'habite près du bois de la Cambre. Ok, mais oui, sinon, oui, je retourne en Espagne jouer. Là, on vient de jouer au National et maintenant on part en tournée. Donc je retourne jouer le Shakespeare en Espagne. Il y a normalement un film qui se tournera à l'automne en Espagne aussi. En Espagne? En Espagne. Donc tu parles couramment espagnol, j'imagine? Oui, pour du Shakespeare, c'est bien. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Eh bien, formidable, j'étais enchanté. Moi aussi. Enchanté de te rencontrer. Longue vie au film. Ouais. Le film est remarquable. Et vous êtes tous remarquables dans le film. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut!